Au Gabon, Brice Lacruche Alionga, l'ex-directeur de cabinet du président Bongo, a été interpellé dans le cadre d'une opération anticorruption. Ceci intervient alors qu'il a été écarté lundi du gouvernement. En Namibie, le président Hadj Diengob, qui vient d'être réélu, s'engage à lutter contre la corruption dans ce pays, marqué par un scandale de corruption qui a provoqué un mécontentement populaire contre le pouvoir. Et puis au Soudan du Sud, la mission des Nations Unies a envoyé des troupes dans la localité de Maper, dans le centre du pays. Objectif, empêcher de nouvelles violences communautaires qui auraient déjà fait 79 morts. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Gabon, Brice Lacruche Alionga, l'ex-directeur de cabinet du président Ali Bongo, a été interpellé ce mardi dans le cadre d'une opération anticorruption. Ceci intervient alors qu'il a été écarté lundi du gouvernement après avoir perdu son poste de directeur de cabinet du président gabonais. Les détails. Un mois plus tôt, il était encore considéré comme l'homme fort de la politique gabonaise. Directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba depuis 2 ans, il avait vu son rôle augmenter considérablement depuis octobre 2018, quand un accident vasculaire cérébral avait affaibli le chef de l'État. Mais la descente aux enfers a été brusque. Brice Lacruche Alionga a été interpellé ce mardi après avoir perdu son poste de directeur de cabinet du président gabonais, puis écarté du gouvernement, et après avoir vu plusieurs de ses proches arrêtés dans le cadre d'une opération anticorruption. Lundi soir, dans un message diffusé sur les réseaux sociaux, le Premier ministre gabonais a souligné l'importance de s'entourer d'hommes et de femmes alliant compétences, expérience, intégrité et loyauté avant de présenter un gouvernement dont Lacruche, comme plusieurs de ses proches, sont désormais absents. L'opération anticorruption lancée à la mi-novembre a conduit à l'arrestation d'autres personnalités proches de Brice Lacruche Alionga. Elle intervient après la disparition en 2 ans de 85 milliards de francs CFA. Plusieurs avocats des personnes interpellées ont dénoncé une vendetta politique, poussant le Premier ministre à affirmer le 25 novembre dernier sur Twitter que l'arrestation en cours n'était ni une chasse aux sorcières, ni un règlement de compte. La militante suisse-camerounaise Nathalie Yamb du parti d'opposition ivoirien Leader a été expulsée de Côte d'Ivoire. Cette expulsion intervient quelques semaines après son intervention contre la France-Afrique à Sochi lors du sommet Russie-Afrique. Il lui est reproché une activité incompatible avec l'intérêt national. Nathalie Yamb a été mise dans un avion pour Zurich en Suisse. D'après Mamadou Koulibaly, chef de file du parti Leader dont elle est membre, on lui reproche d'être une étrangère qui fait de la politique en Côte d'Ivoire, un peu trop critique envers les autorités, ce qui serait un trouble à l'ordre public. Le président namibien Hadj Diengob, qui vient d'être réélu, s'est engagé à lutter contre la corruption dans ce pays, marqué par une récession et un scandale de corruption qui a provoqué un mécontentement de la population contre le parti au pouvoir. Je vais intensifier le combat contre la corruption à tous les niveaux afin que nous puissions faire cesser ce mal, a dit Hadj Diengob dans une allocution radiodiffusée, la première depuis sa réélection dimanche. Son parti, la SWAPO, est au pouvoir depuis l'indépendance du pays en 1990. 3 ans de récession, un fort chômage, une sécheresse et des informations de Wikileaks faisant état de corruption dans l'industrie de la pêche, avec 2 anciens ministres impliqués, ont troublé l'élection présidentielle. Diengob, qui va exercer son 2e et dernier mandat, a déclaré que le gouvernement comprenait la colère des Namibiens sur la corruption qui détourne les ressources publiques qui auraient dû servir au développement du pays. La pêche est l'un des secteurs clés de la Namibie. Elle est au 2e rang derrière l'exploitation des minerais. En raison de ces allégations, le bureau politique de la SWAPO a exclu les 2 ex-ministres impliqués de l'Assemblée nationale. Il s'agit de l'ex-ministre de la Pêche, Bernard Esso, et de l'ex-ministre de la Justice, Sakes Changala.
Les deux avaient été arrêtés en novembre, accusés de corruption, de blanchiment et d'évasion fiscale à la suite de la publication dans les médias d'information dans une affaire de corruption de 10 millions de dollars. Une audience sur leur possible mise en liberté sous caution est prévue le 20 février prochain. Le 9 février 2020, il y aura bel et bien élection au Cameroun. Ainsi en a décidé le gouvernement camerounais pour qui l'argument des tensions dans les régions anglophones évoqué par certains partis politiques pour appeler au boycott est infondé. Évoquant la crise meurtrière dans les régions anglophones du Cameroun et dénonçant le système électoral qu'il juge non consensuel, Maurice Kamto, le principal opposant à Paul Biya, a annoncé que son parti ne participerait pas aux élections locales du 9 février 2020. Lors d'une conférence de presse ce lundi, le gouvernement a estimé que cet argument est infondé. Selon le ministre de l'administration territoriale, ceux qui évoquent la situation des régions du nord-ouest et du sud-ouest pour ne pas aller aux élections, c'est une fuite en avant. C'est un argument fallacieux qui ne repose sur rien. Si nous allons aux élections convoquées par le chef de l'État, ça veut dire que toute évaluation faite, ces élections sont possibles et peuvent se tenir dans des conditions de sérénité et de tranquillité. De même, le gouvernement estime que la requête formulée par certains partis politiques pour une prorogation des délais de constitution des dossiers de candidature est impossible au regard de la loi. Le ministre de la Communication a quant à lui mis à l'index ce qui est perçu par Yaoundé comme des pressions de l'extérieur pour reporter purement et simplement ces élections. Autrement, pour le gouvernement, les réserves exprimées ici et là ne vont rien y changer. Le 9 février 2020, il y aura bel et bien élection. La mission des Nations Unies au Soudan du Sud a annoncé ce mardi avoir envoyé des troupes dans la localité de Maper, dans le centre du pays. Objectif, empêcher de nouvelles violences communautaires qui auraient déjà fait 79 morts. Ce déploiement de soldats népalais intervient après que les autorités locales ont annoncé que jusqu'à 79 personnes ont été tuées et 101 blessées dans une série d'affrontements communautaires et d'attaques de représailles entre les communautés à environ 100 km au nord de Rumbek, a ajouté la mission. Le conflit, marqué par des atrocités et le recours au viol comme arme de guerre, a fait plus de 380 000 morts et poussé plus de 4 millions de Sud-Soudanais, soit près d'un tiers de la population, à quitter leur foyer. Un accord de paix conclu en septembre 2018 a entraîné une forte baisse des combats. Mais des groupes rebelles non signataires de cet accord combattent toujours le gouvernement dans le sud du pays et, ailleurs, des violences communautaires persistent. L'émissaire de l'ONU au Soudan du Sud, David Shearer, a appelé au calme. Nous exhortons les communautés concernées et leurs dirigeants à mettre fin aux violences et à se rassembler dans la réconciliation et la paix pour le bien de leur peuple, a-t-il déclaré dans le communiqué. La MINUS a précisé avoir échoué à dépêcher ses troupes à Maper en raison de pluies diluviennes et avoir dû recourir à des hélicoptères. Elle prévoit également d'envoyer par les airs de l'équipement lourd, dont des véhicules, pour permettre aux casques bleus de se déplacer plus facilement entre les communautés isolées. Les troupes continueront à patrouiller dans les zones dans les plus prochaines semaines pour fournir une présence protectrice, a-t-elle ajouté. Nous sommes cette fois-ci au Soudan voisin. Un leader des rebelles soudanais a demandé un délai de 3 mois pour finaliser un accord de paix avec le gouvernement de Khartoum. Une doléance faite alors que les pourparlers entre les deux parties doivent reprendre la semaine prochaine. Le chef adjoint de la branche nord du mouvement populaire de libération du Soudan, Yasser Arman, a exhorté Washington à retirer le Soudan de sa liste noire des États soutenant le terrorisme. Des pourparlers sont en cours depuis mi-octobre à Djouba, au Soudan du Sud, entre le nouveau gouvernement de Khartoum et les rebelles qui ont combattu les forces du président déchu Omar el-Béchir au Darfour, dans les États du Nil bleu et du Kordofan Sud. Un nouveau cycle de pourparlers doit démarrer mardi prochain et la conclusion d'un accord de paix était espérée pour le 14 décembre. Mais Arman a demandé un délai de 3 mois jusqu'au 8 mars, a-t-il indiqué lundi à des journalistes à Khartoum. Nous espérons que le cycle du 10 décembre sera le dernier et que la paix sera réalisée, a-t-il ajouté, sans donner de raison spécifique pour le délai demandé.
À la suite d'un accord conclu en août entre l'armée et les meneurs de la contestation qui a entraîné la destitution d'Omar el-Béchir en avril, un conseil souverain formé de civils et de militaires est chargé d'assurer la transition vers un régime civil et un nouveau gouvernement a promis de pacifier les régions en conflit. Les conflits ont fait des centaines de milliers de morts et déplacé des millions de personnes au Darfour, au Kordofan Sud et au Nil Bleu. Nous soutenons la paix, nous voulons un projet national et une issue stratégique pour les mouvements rebelles armés, a affirmé Arman. Nous ne voulons pas que notre pays s'effondre. La situation du pays est fragile et nécessite une action commune, a-t-il ajouté. Au Bénin, l'USAID s'engage dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'Agence américaine pour le développement accompagne les initiatives des organisations visant cet objectif. C'est le cas du Centre intégré de prise en charge des victimes des violences basées sur le genre de Parakou. On écoute. Quand une victime INS met un pied au CIPEC VBG, elle bénéficie d'une prise en charge globale et gratuite. Parlant de prise en charge globale, nous avons la prise en charge sanitaire, la prise en charge sociale, la prise en charge psychologique et surtout juridique. Dans un passé récent, la victime INS, quand elle est violentée, elle va au centre social d'abord, au centre de promotion sociale, après elle doit aller au commissariat, après elle doit aller aux soins et enfin au tribunal. Au niveau des centres intégrés au Bénin, elle n'a plus besoin de faire les tours de ces services. Elle bénéficie de tout sur place, et ceci gratuitement. Les gens ont souvent peur. Quand j'irai dénoncer, par exemple, on saura que c'est moi, on saura que c'est ci, c'est ça. Non, nous les protégeons et nous les encourageons même davantage à dénoncer ces faits. Pour pallier aussi à ça, nous faisons des sensibilisations dans les communautés. Nous allons vers d'autres communes. Nous leur parlons de l'existence des CIPEC. Après, nous sensibilisons aussi sur les violences faites aux femmes et aux filles. Pourquoi pas aux hommes aussi. Voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi.